j'avais pas fait du foot, je serais passée à côté des meilleurs moments de ma vie. Et j'y crois à ce moment-là. Je crois vraiment que le meilleur est derrière moi. C'est triste, Ouais. parce que quand tu envisages l'avenir comme une version médiocre de ce que tu viens de vivre pendant 20 ans, c'est difficile d'avancer. Salut, je suis Mathieu. Bienvenue dans À nos actes manqués. Ici, on ne célèbre pas les parcours lisses. On questionne les détours, les erreurs, les choix qui ont dérouté. Le sans faute n'existe pas, ou alors il ne raconte rien. Ce qui nous construit, ce sont les décisions imparfaites, les échecs assumés, les moments où tout aurait pu basculer autrement. Dans ce podcast, je reçois des femmes et des hommes qui ont gagné, mais surtout qui ont douté, qui ont perdu, qui ont recommencé. Parce qu'au fond, ce ne sont pas nos réussites qui nous définissent, ce sont les actes que l'on croyait manquer et qui nous ont obligés à grandir. Bienvenue dans cet espace de recul, bienvenue dans À nos actes manqués. Mélissa Plaza, c'est une trajectoire singulière du football français. Elle a connu le très haut niveau, la Division 1, les titres et l'équipe de France. Pendant des années, elle avance dans un environnement où tout se joue à la marge. La performance, la confiance, le regard des autres, le timing. Et puis, comme souvent dans les carrières sportives, le parcours ne s'écrit pas en ligne droite. Il y a un premier moment de bascule, entrer dans l'élite, puis un autre, beaucoup plus radical. Aujourd'hui, Mélissa Plaza n'est plus footballeuse professionnelle. Mais ce qu'elle a traversé continue de résonner bien au-delà des terrains. Et au milieu, une question que beaucoup se posent, sans toujours oser la formuler. Qu'est-ce qu'on fait de soi quand ce pourquoi on s'est construit s'arrête ? C'est exactement ce que l'on explore ici, dans À nos actes manqués. Bonjour Mélissa. Bonjour. Merci d'être là avec moi et de m'accorder un peu de temps pour ce nouvel épisode. Merci à toi. Avant de parler de carrière, de sport, déjà, pourquoi le football ? C'est une question qu'on m'a beaucoup posée. Je pense que c'est peut-être même la première question que tous les journalistes me posaient à l'époque. C'est une question, je dois te l'avouer, que j'aime pas beaucoup parce que je me suis toujours dit que si j'avais fait de la danse, ça aurait été une question qu'on m'aurait jamais posée. Et en plus, j'avais pas vraiment de réponse à cette question, si ce n'est que pourquoi pas. Parce qu'en vérité, à l'époque, il n'y avait pas de papa à la maison, il n'y avait pas de grand frère, donc j'étais toute seule et le foot m'est venu assez vite en fait. J'ai toujours pris le ballon au pied et pas à la main et ça m'est resté. Voilà. C'est dans la cour de récré que ça s'est déclenché ? C'est le jeu collectif ? C'est quoi ? Beaucoup plus tôt. Je pense qu'en fait, dès l'âge de 3 ans, je commençais déjà à taper dans le ballon. Donc, il n'y avait pas vraiment de source sociale, mais je sais pas, c'est quelque chose qui m'est venu assez naturellement et que j'ai toujours gardé et qui s'est évidemment poursuivi avec l'âge. Quand tu commences à jouer sérieusement, qu'est-ce qui te fait rester dans ce sport ? En fait, d'aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours su que le football allait me sauver la vie. Parce que j'étais née dans un contexte familial chaotique. Il y avait beaucoup de violences intrafamiliales. Je ne vais pas forcément m'étendre là-dessus, mais en tout cas, j'ai su tout de suite que le foot serait ma bouée de sauvetage, quoi. Et je m'y suis accrochée un peu envers et contre tous parce que c'était une époque, voilà, on était dans les années 90 et dans les années 90, jouer au foot pour une petite fille, c'était encore tout à fait incongru, quoi. Au même titre que la danse pour un petit garçon, peut-être aussi. Ouais, voilà. Donc j'étais la seule dans la cour de récré à jouer au foot avec les garçons. Il fallait batailler très dur pour pouvoir avoir une place. Et puis surtout, en fait, ce qui est assez étonnant, c'est que déjà à l'époque, j'étais convaincue qu'un jour le football deviendrait mon métier. Alors même que c'était une époque où le football n'était pas décliné au féminin et le métier encore moins. Ça n'existait pas. J'avais aucun modèle de femme autour de moi qui jouait au foot et qui au-delà de ça, vivait du foot. Quand est-ce que tu as trouvé ta place au final dans ce sport ? Est-ce que je l'ai vraiment trouvé un jour ? C'est ça la question. Et la réponse, je crois que c'est plutôt non, en fait. C'est que j'ai couru après cette place pendant longtemps, mais même arrivée à très très haut niveau, je me suis aperçue que finalement le combat ne faisait que démarrer et qu'il allait falloir essuyer encore des plâtres pendant de nombreuses années. Et en fait, on pesait sur nous cette présomption d'incompétence et d'illégitimité tout au long de nos carrières. Parce que c'était un combat personnel,
de trouver ta place à toi, mais c'était un combat aussi commun avec d'autres sportives. Bah, c'était un combat personnel, bien sûr, parce que je trouvais ça très injuste, en fait, que je puisse pas jouer au foot comme les garçons, vivre de ce métier comme les garçons, parce que je fournissais autant d'énergie qu'eux, si ce n'est plus. Donc je trouvais ça très injuste. Donc évidemment, c'était un combat personnel. J'avais un vrai contentieux avec la question de l'injustice depuis mon enfance. Ça, c'est arrivé très tôt, ma volonté de lutter contre les injustices, mais aussi un combat forcément collectif, parce que nous étions engagés tout ensemble là-dedans, et nous étions déterminés, et nous avions envie d'être reconnus pour ce que nous faisions de très bien, c'est-à-dire jouer au foot, quoi. Donc avec ce sentiment d'avoir toujours constamment ce besoin de convaincre. Toujours. Le besoin de convaincre, le besoin de prouver 2 fois plus qu'on est capable, qu'on mérite, et puis que simplement on a le droit d'être considéré pour ce qu'on est et ce qu'on sait faire de mieux, parce qu'en fait, on jouait déjà à l'époque très bien au football. Quand on s'est eu au téléphone pour évoquer cet épisode et cet enregistrement, tu m'as parlé d'un premier point de bascule justement, et c'est cette conviction que tu as su transmettre à des sélectionneurs. Est-ce que tu peux revenir sur ce point-là qui est un vrai point d'entrée dans le sport de haut niveau? Oui, en fait, il y a eu 2 moments de bascule dans mon existence, et la première bascule est arrivée très tôt. Euh, Parce que, comme je t'ai dit juste avant, j'avais ce rêve, et ce rêve, c'était de devenir un jour footballeuse professionnelle. Et j'étais prête à tout pour y arriver, parce que, en fait, évidemment, ça allait changer ma vie. Donc je me suis accrochée à ce rêve comme on s'accroche à la vie quand on est mourant. Et peut-être d'ailleurs que c'était ce que j'étais à l'époque, chez moi. Peut-être que j'étais déjà un peu mourante, en fait, à la maison. Donc je m'y accroche très très fort. Et puis dans cette course effrénée vers ce rêve, bah évidemment il y a des embûches. Et la première embûche, elle arrive assez tôt. C'est qu'au bout de ma première ou deuxième année de sport-études, je rêve de partir à Clairefontaine, qui était à l'époque le temple du football français. C'est la Et Mecque. c'était la Mecque. Et ça voulait dire qu'une fois que tu étais entré à Clairefontaine, bah, clairement les portes de l'équipe de France, elles s'ouvraient assez facilement. Donc moi, j'avais ce rêve-là aussi en arrière-plan. C'est-à-dire, une fois que j'étais footballeuse professionnelle, il y avait aussi le rêve de porter le maillot tricolore, évidemment. Et puis, à la fin de cette année de sport-études, je décide de faire le concours d'entrée de Clairefontaine, mais en libre. Voilà, je n'avais pas été appelée. Et avec moi, il y avait une autre jeune femme du sport-études dans lequel j'étais, qui, elle, avait été sélectionnée pour faire le concours d'entrée. Et je me souviens très bien du trajet dans le train où elle m'avait dit je ne sais pas ce que tu fous là, parce que tu ne seras jamais prise, en fait. Et évidemment, bah, ça a été douloureux. Et lorsque je suis arrivée au concours d'entrée de Clairefontaine, j'ai évidemment brillé sur les tests physiques, parce que j'étais déjà très très bonne physiquement. Donc j'étais la dernière à terminer le Vaméval. Évidemment, j'étais parfaite sur les tests de jonglerie, je maîtrisais tout, le gauche, le droit, alterner la tête, tout était bon. Et à l'époque, il fallait en faire 100, c'était quand même beaucoup. Et puis dans le jeu, bah, en fait, la vérité, c'est que j'étais encore un peu juste. Voilà, j'étais encore un peu juste. J'étais très gringalette, je devais faire une petite quarantaine de kilos, quoi. Et donc, j'ai pas été prise. J'ai pas été prise. Ça a été très dur parce que bah, finalement, cette femme-là avait raison. À la maison, je me suis fait un peu rosser aussi, parce que on m'accusait de ne pas avoir donné suffisamment à ces tests d'entrée, alors que, bah, bien sûr, j'avais tout donné, et que la désillusion était grande. Voilà. Donc, je suis rentrée chez moi avec l'idée que bah, ça allait être compliqué, en fait, parce que les portes de l'équipe de France aussi se fermaient. Et puis, j'ai pas tenté le concours d'entrée tout de suite, parce que j'ai été vraiment échaudée, en fait. J'ai dû le retenter 2 ans plus tard, et cette fois-ci, j'étais sélectionnée. Parce qu'en fait, j'avais fait une super coupe nationale, j'avais brillé, j'avais marqué des buts, voilà. Donc on m'avait appelée pour passer le concours d'entrée. Et j'ai su après coup qu'en fait, il n'y avait qu'une place pour les 88, dont l'une avait déjà été prise par une autre, mais ça, je ne le savais pas. Donc ils m'ont fait venir pour rien, en fait. Voilà. Donc j'ai pas été prise une deuxième fois à Clairefontaine, d'une part parce que j'étais trop vieille, et d'autre part parce que, en fait, par piston, il y a une autre qui était déjà prise. Donc deuxième déconvenue.
Et pendant tout ce temps, en fait, je passe à côté des sélections. C'est-à-dire, je ne fais pas U16, je ne fais pas U17, je ne fais pas U18, je ne fais pas U19. Et arrivé en U19, bah là, mon rêve, il commence sérieusement à s'éloigner, quoi. Et en fait, au bout d'un moment, je finis par ne plus y croire du tout. Et ce qui est marrant, c'est que c'était fou. C'était fou. Et donc, voilà, forcément, bah, ça a donné un tournant dans mon existence inattendu. Tu gardes la passion en parallèle? Bah, justement, en fait, c'est une période qui commence à être douloureuse. Parce que, en fait, j'y crois de moins en moins. En club, je suis un peu émoussée, c'est un peu difficile. Et en fait, ça va me faire prendre une décision très intéressante et qui va marquer un tournant dans mon existence. C'est que je vais tenir tête à mon coach en club et lui dire, en fait, je vais aller jouer en universitaire. Et l'universitaire, à l'époque, c'était vraiment très mal vu parce que c'était la beuverie, enfin, voilà. Mais en fait, j'y allais pour retrouver un petit peu de légèreté et de plaisir sur le terrain. Et précisément, c'est ce que ça a généré chez moi. Donc, je suis tombée avec un coach super qui a su me redonner confiance, voilà. Donc, on joue les premiers matchs. On avait une équipe vraiment folklorique parce qu'on avait 2-3 joueuses de D1 et puis le reste, c'était plutôt des femmes qui débutaient le foot, Qui quoi. avaient vu de la lumière et Ouais, sont rentrées. c'est ça exactement. Et puis en fait, contre toute attente, le collectif prend super bien et on passe les différentes étapes du championnat de France universitaire et puis on se retrouve en demi-finale contre l'équipe universitaire de Paris qui, évidemment, avait en son sein beaucoup de joueuses du PSG. Et donc, évidemment, la rencontre s'annonçait très difficile, quoi. Voilà. Et puis, il y a quelque chose qui va se passer en début de match qui va changer complètement la donne. C'est que mon entraîneur universitaire vient me voir et me dit les sélectionneurs sont là. Et donc, en fait, il y avait les sélectionneurs de l'équipe de France U20 qui étaient là pour superviser les filles du PSG parce qu'ils allaient organiser un gros rassemblement de U20 en vue du mondial au Chili qui allait arriver. Ok. Donc là, autant te dire que moi, j'ai switché. Enfin, je pense que j'ai le cerveau qui a fait un salto arrière dans ma boîte crânienne. Enfin, vraiment. Et là, je me suis dit, ok, en fait, c'est la chance de ta vie de pouvoir changer le... T'exprimer. Ouais. J'ai fait le match de ma vie. Je pense que j'ai dû courir à 13 bornes, quoi. Et on a gagné 1-0 contre l'équipe de Paris. Et suite à ça, je suis convoquée dans ce grand rassemblement de l'équipe de France U20. On était 40 joueuses convoquées et à la fin, il en resterait 22. Et là, je peux te dire que dans ma tête, j'étais une machine de guerre, quoi. Je reste. C'était je reste. Et à chaque rassemblement, alors déjà chaque entraînement, chaque match, mais je donnais ma vie. Je jouais ma vie en fait. Et c'est vrai, je jouais vraiment ma vie. Et donc, j'avais la bonne surprise à chaque rassemblement, à chaque nouveau rassemblement, de me voir figurer dans la liste. Et puis arrive le dernier jour du dernier stage, le jour de l'annonce du groupe qui va partir jouer la Coupe du Monde au Chili. Et en fait, c'était hyper protocolaire. Tu sais, c'est une présentation PowerPoint. Et puis Stéphane Pilar, à l'époque, le sélectionneur, nous annonce un truc assez fou, c'est que pour la première fois de l'histoire, les femmes vont avoir leur nom dans le dos. Ce qui n'était jamais arrivé jusqu'alors. Les hommes avaient leur nom dans le dos depuis belle lurette, mais pas les femmes. Et donc, en fait, il va piocher les maillots un à un pour annoncer les présenter. La liste. Ok. Donc, il tire le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7. Et il arrive au numéro 8, qui est en plus mon numéro fétiche. Et il tire mon nom comme ça. C'était fou. En fait, déjà, j'apprenais que je partais au Chili, que j'allais avoir mes premières vraies Marseillaises et que j'allais être titulaire, tu vois. C'était fou. C'était fou. Et donc, voilà, forcément, ça a donné un tournant dans mon existence inattendu. Parce que j'ai obtenu mes premières sélections en équipe de France. Derrière, j'ai obtenu mon premier contrat professionnel à Montpellier. Puis mes premières sélections en équipe de France A. Enfin, vraiment, ça a été le gros virage de mon existence, quoi. Tu t'es directement senti légitime? Disons plutôt que j'avais tellement bataillé que j'estimais que je l'avais gagné au mérite. Et j'avais un profil un peu atypique.
parce que j'étais très hargneuse. Donc je récupérais un nombre de ballons colossal. Et j'étais peut-être pas la plus exubérante dans sa technique. J'étais peut-être pas celle qui allait marquer les esprits, mais en tout cas, j'étais celle de l'ombre. Un peu l'indispensable. L'ouvrière. Ouais. Et j'aimais bien ça. J'aimais bien parce que j'aimais bien qu'on remarque mes absences, en fait. C'est ça que j'aimais bien. C'est de sentir que tu prends une place, au final. Ouais. Ça a été dur parce que j'ai pris la place d'une autre, qui était une titulaire de l'Olympique lyonnais. Et forcément, j'ai été aussi vue d'un très mauvais œil parce que j'étais celle qui arrivait de nulle part et qui venait prendre la place d'une indéboulonnable, en fait. Justement, est-ce que tu te construis dans la confiance ou dans la vigilance? Je me construis, oui, dans la vigilance et puis je me construis aussi un peu dans l'exclusion. C'est que dans ce parcours, ça a été difficile aussi parce que je venais d'une famille toxique dans laquelle j'avais pas eu les codes sociaux. Et je dis souvent, voilà, c'est comme une pâte à sel après cuisson, c'est toujours plus difficile de la remodeler. Voilà, donc moi j'héritais de quelque chose que je n'avais pas choisi, voilà, des valeurs que je n'avais pas choisies. Et il a fallu complètement se rééduquer en fait. Voilà, donc j'ai appris à travers le foot les codes sociaux et ce qu'était la vie en communauté, ce que ça impliquait. Et puis j'ai appris aussi à mettre en sourdine cette colère qui m'habitait tout le temps, qui était une colère légitime bien sûr, parce que elle avait mille raisons d'être là, cette colère, mais disons que j'ai mis du temps à faire en sorte qu'elle ne soit pas délétère au plan social. C'était le moment de la penser quelque peu, au final. Oui, pas tout à fait encore. Disons que le foot m'a aidé à la contenir et à la rediriger vers autre chose. Mais cette colère, elle a trouvé une issue de secours bien plus tard dans ma vie, avec le slam notamment. Et on va y arriver tout à l'heure, bien évidemment. Avant justement de venir sur un deuxième point de bascule qui a marqué ta carrière et aussi la femme que tu es aujourd'hui, on va revenir prendre un peu de hauteur sur ce parcours et cette ascension à l'élite. Avec du recul, si tu devais identifier 3 grandes étapes, une qui t'a structuré, une qui t'a mise sous tension et une qui a commencé à fissurer quelque chose. Alors celle qui m'a structurée, je pense la première, c'est mon arrivée au Club de La Roche, parce que je découvre d'autres modèles familiaux possibles. Donc là, vraiment, pour moi, c'est une claque. C'est un renouveau, je me dis, ah, ok, ça peut être ça la famille. Donc ça a été un premier truc, et c'est là aussi où j'ai appris les codes sociaux. J'ai pris des claques sociales, mais j'avais à cœur de jamais reproduire les erreurs que j'avais faites. Donc une fois je prenais une claque, j'en prenais pas deux, quoi. Donc là, ça m'a beaucoup structuré, beaucoup aidé. J'ai eu ce que j'appelle des tuteurs de résilience qui ont été des mains tendues sur mon parcours. Voilà, des fois, c'était pas grand-chose, mais c'était toujours quelque chose comme un petit lampadaire qui était posé sur mon chemin. Ouais, des mentors. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'était l'étape structurante. La mise sous tension. La mise sous tension, il y a eu plusieurs endroits en fait. Il y a eu ce premier échec à Clairefontaine, un deuxième qui s'en est suivi. Ça a été un peu douloureux. Puis après, deuxième sous tension, je dirais que globalement, c'est le fait d'avoir été une femme dans ce milieu-là, parce que c'était jamais simple. On n'avait jamais rien en fait. On avait toujours les miettes de chez les garçons. C'était frustrant. Moi, je me souviens le premier contrat pro que je signe et pour lequel je suis la plus heureuse du monde, je le signe pour 400 € brut mensuels, quoi. Oui, donc tu prends les miettes des finances, tu prends les miettes du planning d'entraînement, tu prends les miettes des équipements, de des tout. Équipements. Le terrain, tu prends le quart de terrain à la nuit tombée qui reste. Les vestiaires, il n'y en a pas, donc tu vas te changer dans le vestiaire arbitre. Les chaussettes, ce sera taille 43 parce qu'en fait, il reste que ça de chez les... Tu vois, et en fait, c'est en permanence comme ça et tu finis par te dire, mais tu t'épuises en fait, tu vois. Et le dernier, pardon, j'ai oublié. C'est celui qui a commencé à fissurer quelque chose. Celui qui a commencé à fissurer quelque chose.
Bah, il y a eu une vraie fissure en fait. La vraie fissure, c'est quand je me suis pété le genou. Le Voilà. deuxième point de bascule, du coup. Ouais. Bah, il y a eu une Mais première. est-ce qu'il y a, avec le recul, il y a quelque chose qui a prévenu Oui, cet ma accident? première blessure. Ma première blessure a tout à fait prévenu la suite des événements. En fait, je me suis blessée en 2011. Euh, C'était le lendemain de notre parcours en Coupe de France. On venait de battre Juvisy, si mes souvenirs sont bons. Donc on se qualifiait, je ne sais plus si c'était pour les demi-finales ou pour la finale, mais en tout cas on avait fait le boulot. Et puis moi j'étais fatiguée parce que ça faisait quelques semaines que je dormais mal. Il y avait les examens à la fac qui allaient arriver, j'étais crevée. Et j'avais demandé à ma coach à l'époque de m'exempter d'entraînement, ce qui m'arrivait absolument jamais. J'étais vraiment la meuf à 300% tout le temps, quoi. Et en fait, elle m'a dit non, t'inquiète pas, Mel, ce soir, c'est pas grand-chose. On va juste faire un tennis-ballon. Et c'est vrai, en soi, un tennis-ballon, c'est pas grand-chose. Mais sauf que moi, un tennis-ballon, c'est toujours une finale de Coupe du Monde, quoi. Donc j'ai joué ce tennis-ballon comme on joue une finale de Coupe du Monde. Et puis l'ironie du sort, c'est que sur le dernier ballon du dernier match de tennis-ballon, je me suis pété les croisés. Et c'était à la veille, évidemment, de mes examens, mais c'était aussi et surtout à la veille de la Coupe du Monde en Allemagne, pour laquelle j'étais potentiellement prétendante. C'est à ce moment-là que tu comprends que quelque chose ne dépend plus vraiment de toi? Alors à ce moment-là, je ne le comprends pas du tout. Et je vais en fait, je vais être très choquée psychologiquement. Je vais perdre, je crois que j'ai perdu pas loin de 8 kilos parce que j'ai accusé le coup. Je trouvais ça incompréhensible, cette blessure. Et c'est surtout que, en fait, je ne sais pas que ce que je vais entreprendre pour reprendre au plus vite et faire fi de mes sensations et de mes douleurs va conditionner toute la suite de ma carrière. Qui suis-je sans le foot? Qui suis-je encore? Et donc, ça a été très douloureux au départ. Une lutte inversée au final. Tu n'aurais peut-être pas dû lutter à cet instant-là aussi vite. J'aurais dû surtout m'entendre, m'écouter vraiment, et puis surtout respecter le protocole. Parce que je n'ai pas respecté le protocole. Personne n'a respecté le protocole. Donc j'ai repris trop tôt, trop vite, j'étais en avance sur tous les délais. Et en fait, je vais sentir une instabilité sur ce genou tout au long de ma carrière en disant je ne comprends pas, je me sens pas stable, je suis pas bien. Et je vais avoir un point de comparaison en plus parce que je vais me péter de l'autre côté 3 ou 4 ans plus tard. Et en reprenant, je vais bien me rendre compte que sur le précédent, il y a un problème, tu vois. Et c'est 6 ans plus tard qu'on va me dire mais en fait, là, votre ligament à gauche, il est non fonctionnel. C'est-à-dire que je m'étais fait opérer entre guillemets pour rien. Je jouais quasiment sans croiser. Donc je sentais bien qu'il y avait un problème, mais personne ne me croyait, et moi la première. Ouais. Je ne me croyais pas moi-même. Parce que tu te convaincs de ce que tu veux entendre. Oui, et puis parce que en fait, je m'étais renforcée, donc évidemment, tout autour, j'étais tellement costaud musculairement que ça bougeait pas en fait. Et puis bah voilà, 6 ans plus tard, je découvre, au gré d'une autre blessure, que bah, j'ai plus de croisé à gauche et surtout qu'à droite, j'ai plus de cartilage et que là, c'est une autre paire de manches. Parce qu'un croisé, ça se répare, le cartilage, ça se répare pas. Enfin, si, mais c'est avec une prothèse. Plus pour jouer derrière. Plus pour jouer derrière. Donc là, c'est posé. Enfin, du coup, on arrive au deuxième point de bascule de mon existence, si, si tu me permets la transition. Oui, bien sûr. Et donc, voilà, ce jour de janvier 2016, le médecin me dit en fait, là, c'est stop. Vous arrêtez votre carrière. Parce que vous êtes à un stade 3 de chondropathie et qu'après ça, c'est la prothèse, quoi. Et ben moi, en fait, ça vient catapulter tous mes rêves, toutes mes ambitions olympiques, toutes mes envies de partir jouer à l'étranger. C'était le moment où j'allais soutenir ma thèse, donc je m'étais dit, enfin moi j'avais un plan, je m'étais dit ok, là je vais pouvoir me consacrer que au foot, maintenant que j'ai mon doctorat en poche, je suis tranquille. Donc je m'étais dit voilà, je vais aller jouer aux États-Unis, je m'étais fait tout un truc. Qu'est-ce qui s'effondre en premier? Mon identité. Ouais, l'identité avant les repères quotidiens.
Oui, mon identité, parce que je ne sais plus qui je suis. En fait, la question, tu l'as très bien dit en introduction, c'est qui suis-je sans le foot? Qui suis-je encore? Et donc, ça a été très douloureux au départ, parce que je me souviens que j'ai eu des mois où je regardais les listes de l'équipe de France sortir et je fondais en larmes, quoi. Je comprenais pas, je trouvais ça hyper injuste, en fait. Les mentors dont tu nous parlais tout à l'heure, qui t'ont accompagné sur ton ascension, sur ta stabilité, est-ce que tu les as retrouvés sur ce moment de bascule plus difficile? Est-ce que Non, tu as été entourée? non, j'ai été très seule. C'est pour ça que ça a été aussi difficile aussi. Donc j'ai été très seule. Par rejet au départ des personnes qui voulaient t'accompagner Non, non, dans non, cet c'est instant? que en fait, c'est aussi la vérité du haut niveau, c'est que une fois que tu n'es plus utile à la performance, tu disparais. Tout le monde est là pour glaner des médailles et Ouais, ensuite plus personne. c'est ça. Donc voilà, donc je passais mon temps à trouver les choses injustes. Injuste, injuste, injuste. Je me répétais ça, c'est tellement injuste. Et puis un beau jour, je sais pas ce qui s'est passé ici, je sais ce qui s'est passé, c'est que je suis montée sur scène pour une conférence TEDx qu'on m'avait proposée à Saint-Brieuc. Et je me souviens que je termine cette conférence en disant texto que si j'avais pas fait du foot, je serais passée à côté des meilleurs moments de ma vie. Et j'y crois à ce moment-là. Je crois vraiment que le meilleur est derrière moi. C'est triste Oui. parce que quand tu envisages l'avenir comme une version médiocre de ce que tu viens de vivre pendant 20 ans, c'est difficile d'avancer. Et puis après cette conférence, en fait, il y a eu comme une espèce de bascule où je me suis dit, en fait, il faut arrêter de se dire, enfin, il faut arrêter de se demander si c'est juste ou si c'est injuste ce qui t'arrive dans la vie. La question, c'est qu'est-ce que tu fais maintenant de ce qui t'arrive? Et à partir du moment où j'ai considéré les choses sous cet angle, ça m'a permis d'avancer et puis de bâtir toute la suite et surtout de m'apercevoir que les lignes qui me restaient à écrire, en fait, elles n'avaient rien à envier aux précédentes. Ces moments, au final, ils t'ont déplacé ailleurs dans ta ligne de vie? Ouais, en fait, j'ai compris que j'étais promise à autre chose. Et que, en fait, tout ce que j'avais écrit jusqu'alors allait précisément alimenter la suite de mon existence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai bâti une espèce de métier hybride dans lequel j'ai mis à profit à la fois mon expérience de terrain dans le foot et puis mon expérience scientifique avec mon doctorat, parce que c'est comme ça que j'ai bâti mes premières conférences en fait. Si tu devais retrouver la définition de Mélissa Plaza dans un dictionnaire aujourd'hui? Ah, on m'a jamais posé cette question. Euh, euh, Waouh. Non féminin. Non féminin. Ouais, je dirais que je pense que j'aborderais la question de la résilience. Je dirais que c'est un transfuge de classe. Je dirais sans doute que c'est une engagée, voilà, quelqu'un qui refuse toute forme d'injustice et qui contribue à son échelle à changer le monde. À quoi ressemble ton quotidien aujourd'hui? Alors, mon quotidien, quand je ne suis pas en podcast, j'écris le matin. J'ai vraiment essayé de sanctuariser mes matinées parce que c'est le moment où je suis la plus fraîche cognitivement. Donc j'aime bien écrire le matin. Donc soit j'écris des textes de slam pour mes spectacles ou qui m'ont été commandés professionnellement, soit j'écris des romans parce que c'est aussi une partie de mon existence. Et puis l'après-midi, c'est beaucoup plus tranquille parce que généralement, je me suis épuisée le matin. Disons que je fais en une matinée ce que peut-être beaucoup font en beaucoup plus. Et donc l'après-midi, c'est plutôt une espèce de présentéisme où je fais des mails, un peu d'administratif. Et puis après, c'est sport. Sport à fond. Le sport t'aide toujours à réfléchir, à trouver les mots justes pour le lendemain ou autre?
Complètement. C'est marrant que tu dises ça parce que le titre de mon spectacle, c'est 140 BPM. Et c'est aussi le dernier morceau du spectacle qui s'appelle 140 BPM. Et en fait, pourquoi 140 BPM? Parce qu'en fait, c'est la fréquence cardiaque à laquelle j'adore aller courir. Parce que ça correspond chez moi à une allure spécifique. Et c'est une allure à laquelle je me sens bien. C'est une allure confortable. Je suis essoufflée, mais pas trop. Et je le raconte en spectacle, c'est une allure qui me permet de faire le vide et en même temps de faire le plein. C'est-à-dire faire le vide quand j'ai plein de trucs dans la tête, que j'ai besoin de souffler, j'enfile mes baskets, je sais que ça s'évapore assez rapidement. Et faire le plein parce que précisément, quand j'ai un blocage littéraire, on va dire, qu'il me manque une phrase, une rime, que j'ai pas terminé un quatrain, en fait j'enfile mes baskets et franchement sans te mentir, au bout de 5 minutes, j'ai trouvé la solution. Et en fait, souvent j'écris mes textes aussi comme ça, c'est-à-dire que je pars courir et je prends rien, je prends pas de téléphone, voilà. Et une fois que les trucs me viennent, je me les répète tout du long du footing, je les apprends par cœur pour être sûre de pouvoir les ressortir et les poser sur le papier en rentrant. Donc ça me fait en même temps bosser ma mémoire, mais en ce sens, le sport est hyper me permet d'être super prolifique, quoi. De la manière dont on parle là, ce quotidien, tu sembles le savourer aujourd'hui. Est-ce que tu as su savourer aussi ce quotidien élitiste sportif que tu as vécu? Pas du tout. Pourquoi? Je suis passée totalement à côté parce que, d'une part, on était tellement maltraités que ça me gâchait le plaisir. D'ailleurs, un texte qui s'appelle Les dimanches n'ont jamais eu le goût de samedi, où je raconte que la passion que je ressentais enfant quand j'allais jouer au foot le samedi après-midi avec les copines, elle a disparu dès lors que j'ai commencé à jouer le dimanche et que je suis devenue footballeuse professionnelle, entre guillemets. Et puis aussi, pour une raison évidente, qui est qu'à cette époque-là, en fait, le foot était mon moyen de survie. J'essayais de survivre à travers le foot. Donc je ne pouvais pas avoir un rapport sain à la pratique. S'il y avait un merci à dire aujourd'hui à une personne ou même justement à un moment dans ta vie, ce serait quoi? Ce serait déjà à une personne ou à quelque chose? Bah oui, à une personne, et c'est drôle que tu me tendes cette perche parce que je suis en train d'écrire un deuxième spectacle dont le dernier texte s'appelle La fille d'autrefois. Et donc le merci que j'ai envie d'adresser, c'est surtout à la petite fille que j'étais, quoi. Qui a tenu bon, voilà, quand tout vacille et que rien ne fait loi, quoi. Donc oui, c'est un merci à cette petite fille d'avoir jamais été moins. Parce qu'en fait, sans ça, je crois que jamais on en revient. C'est celle qui t'a construite au final, qui t'a donné ce niveau de résilience dont tu parlais tout à l'heure? Oui, et puis celle qui m'a autorisée à devenir celle que je rêvais de devenir. Qu'est-ce qui te fait du bien aujourd'hui, de manière très simple? L'écriture, le sport aussi, mais ouais, l'écriture, il y a une vraie catharsis, et puis bah, évidemment la scène, parce que quand je monte sur scène, j'ai l'impression de m'être enfin trouvée, d'avoir compris que ma place était précisément là. Et en fait, je me suis découvert un talent que je soupçonnais pas, en fait. Moi, quand je rencontre le slam, c'est une rencontre fortuite, inattendue. Et donc oui, je prends beaucoup de plaisir à être sur scène et à partager mes écrits. Le sport t'a mené à l'art aujourd'hui. Est-ce que ça aurait pu être vécu, ou selon toi, pour une autre personne, avec un tout autre profil, ça peut être vécu en sens inverse, l'art qui mène au sport? Moi, je pense qu'il n'y a pas d'interdit, hein. Je pense que ça peut arriver. J'imagine qu'il y a tout type de profil. La seule chose, c'est que, en fait, le sport, généralement, tu le commences très tôt. Sauf à ce que ça ne soit pas une pratique de très haut niveau. Oui, peut-être que d'une manière ou d'une autre, l'art pourrait aussi mener au sport. Mais c'est vrai que quand on regarde les choses comme ça, on pourrait se dire, mais quel est le lien entre le slam et le foot? Enfin, c'est vrai qu'on pourrait se dire, mais c'est quoi le rapport, en fait?
Mais moi, il y a un vrai rapport, c'est que, en fait, je jongle avec les mots comme je jonglais avec le ballon. Avec beaucoup de maîtrise, beaucoup d'adresse, et puis surtout avec l'envie d'en mettre plein la vue et les oreilles, quoi. Demain, dans 10 ans, tu vois les choses comment? Eh bien, je n'en sais rien parce que aujourd'hui, mon quotidien me passionne. J'ai une vie à 1000 lieues de la vie des gens que je côtoie. Je connais personne qui travaille seulement le matin. Voilà. Donc j'espère que de près ou de loin, ma vie ressemblera à ça, mais j'espère surtout une chose, et ça j'espère que cette année me le dira, c'est d'être enfin publiée pour devenir officiellement écrivaine, parce que je considère que le premier livre, voilà, c'est juste une autobiographie en plus parmi l'océan d'autobiographies publiées par des sportifs de haut niveau. Et j'aimerais qu'un premier roman soit publié et que je puisse enfin me dire, voilà, ça y est, je suis vraiment écrivaine, quoi. Tu inspires aujourd'hui des personnes à travers tes spectacles, tu les fais réfléchir, tu les fais prendre du recul, de la hauteur. Est-ce que toi, il y a une personne que tu aimerais entendre, notamment sur ce podcast, à nos actes manqués, qui revient sur un moment de bascule ou un moment difficile? Ah oui, bah, j'aimerais beaucoup. J'ai envie de passer le ballon à celle qui va bientôt m'accompagner sur scène, qui s'appelle Aline Jalliet, qui a à certains égards un parcours un peu similaire au mien. Et c'est pas pour rien qu'on a écrit Excel pour exister ensemble, parce qu'elle, elle a été chanteuse lyrique professionnelle. Voilà, et donc c'est une voix qui compte beaucoup pour moi aujourd'hui, parce qu'elle, à la fois, elle est très inspirante, et puis parce que aussi, elle permet à beaucoup de femmes de trouver leur voix, OIE et OIX. Merci beaucoup, Mélissa. Merci à toi. J'espère que cet échange t'a bousculé, qu'il t'a donné matière à réfléchir, à décider, à oser. Un acte manqué n'est jamais une fin. C'est une matière à condition d'en faire quelque chose. Merci à mon invité pour sa sincérité et la confiance qu'il nous a accordée. Si cet épisode t'a parlé, partage-le, fais-le circuler et prends quelques secondes pour laisser un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. C'est ce qui permet au podcast d'exister et de toucher d'autres trajectoires. Pour réagir, proposer un invité ou simplement échanger, retrouve-moi sur LinkedIn en tapant Mathieu Cotigno. À très vite pour un nouvel épisode d'À nos actes manqués.